de repère d'un dysfonctionnement entre l'occiput et la première cervicale. On palpe la masse latérale de la première cervicale entre la mandibule en avant et la mastoïde en arrière, dans le point d'angle supérieur. On va considérer qu'on a un dysfonctionnement occiput première cervicale droit. L'objectif est de récupérer la mobilité entre l'occiput et la première cervicale. On va donc faire incliner la tête du patient vers la droite. On met une résistance avec la main opposée sur la face supérieure de la tête et on demande au patient de pousser contre résistance. Vas-y. Relâche. Vas-y. Relâche. On peut demander en plus un appui antérieur sur le front du patient. Relâche. Une nouvelle fois. Relâche. On peut demander un appui sur la face postérieure de l'occiput. Relâche. Une nouvelle fois. Relâche. L'objectif est d'exercer un couple de force entre l'occiput et la première cervicale afin de récupérer la mobilité physiologique entre l'occiput et la première cervicale. On va placer le pouce de la main gauche sur la masse latérale de la deuxième cervicale, juste en dessous de l'occiput. La main droite prend le front du patient et on exerce un couple de force de rotation pour récupérer la mobilité entre la première et la deuxième cervicale. Le pouce de la main gauche restant en point fixe. En cas de fixation entre première et deuxième cervicale à droite, le pouce de la main gauche vient juste sous l'occiput sur la masse latérale de la deuxième cervicale. Le mouvement de la tête de rotation se fait de manière opposée au pouce de la main gauche. Pour repérer l'espace entre la septième cervicale et la première dorsale, on met un pouce sur la septième cervicale, un doigt sur la première dorsale, on demande une post-flexion de tête, le doigt placé sur la septième cervicale s'enfonce, alors que le doigt placé sur la première dorsale ne bouge pas. On recommence. Pour corriger un dysfonctionnement sur les massifs articulaires postérieurs au niveau des cervicales, on demande une antéflexion de tête, rotation côté opposé. En cas d'un dysfonctionnement articulaire pour une facette articulaire à droite, on va faire un mouvement en exagérant la rotation et l'antéflexion et une poussée sur les masses latérales de l'étage concerné. On peut également exercer une poussée contralatérale. De pathologie discale au niveau des articulations intervertébrales cervicales, on va exercer un appui sous la vertèbre sous-jacente de l'étage concerné et demander une post-flexion de tête au patient. On refait. Appui en dessous de l'étage concerné, post-flexion de tête. Point douloureux, vertébrocostal, deuxième vertèbre dorsale, deuxième côte.
troisième vertèbre dorsale, troisième côte. Point d'appui vertébro-costal pour récupérer la mobilité entre la deuxième vertèbre dorsale et deuxième côte. Je vais se coucher sur ma main comme ça. On prend la tête du patient dans la main, on exerce une poussée et une antéflexion de tête. Du mobilité acromioclaviculaire. On met un point fixe en dessous de la clavicule et en faisant une antépulsion et rotation externe de la scapulo-humérale, on a un couple de force qui s'exerce sur l'articulation acromioclaviculaire. Récupération d'une restriction de mobilité scapulo-humérale. On met le bras du patient en abduction. On va demander un appui contre-résistance du coude du patient sur la main de l'opérateur. Vas-y, appuie. Relâche. Appuie. Laisse partir la main vers l'avant après. Appuie. Voilà. Relâche. Sans forcer. Appuie. Laisse aller. Relâche. Continue, continue. On peut décoapter de manière antéro-postérieure, antéro-postérieure, postéro-antérieure, la tête de l'humérus sous l'acromion, pour récupérer la mobilité des ligaments gléno-huméraux. Des ligaments coraco-claviculaires. Récupération du glissé de l'omoplate sur le grille costal. Relâche. Voilà. Récupération d'un déficit d'extension du coude par appui postérieur sur la tête radiale. D'un déficit de flexion par appui antérieur sur la tête radiale. Mouvement global de récupération huméro-cubito-radial. Main sur la tête radiale, main sur l'olécrane. Du poignet pour récupérer la mobilité radiocarpienne.
Deuxième manœuvre de décoaptation et récupération de mobilité radiocarpienne. Test des pouces montants. On place les deux pouces de manière symétrique dans l'espace sacro-iliolombaire. On demande au patient de se pencher vers l'avant, faire une flexion antérieure. Dans le cas d'un dysfonctionnement sacro-iliolombaire droit, le pouce droit montera environ 1 cm à 1 cm et demi de plus que l'autre. Remonte. C'est la mise sous tension du ligament sacro-iliolombaire qui génère cette différence de hauteur. Détection des points douloureux en cas de pathologie discale. Appui sur l'épine iliaque postéro-inférieur, point douloureux électif dans une pathologie discale L5-SE1. Appui 1 cm et demi à 2 cm au-dessus sur l'épine iliaque postéro-supérieure, douleur élective en cas de pathologie discale L4, L5. Recherche des points douloureux en cas de pathologie sacro-iliolombaire. Dans ce cas précis, les ligaments sacro-iliolombaires L5, SE1 ne seront pas sous tension et ne présenteront pas de points douloureux électifs sur l'épine iliaque postéro-inférieure. Schématisé ici, un dysfonctionnement de pathologie discale L4, L5 avait mise sous tension complète du ligament sacro-iliolombaire L4, L5 et point douloureux électif sur l'épine iliaque postéro-supérieure. D'un dysfonctionnement sacro-iliolombaire droit par pathologie discale. On place les mains à l'intérieur de la crête iliaque sur les ligaments sacro-iliolombaires. Allonge-toi sur le dos et on exerce un couple de force pour détendre les ligaments sacro-iliolombaires et favoriser la dérotation vertébrale. On va comprimer l'espace postérieur en demandant au patient de monter alternativement une jambe après l'autre. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Tu maintiens la jambe comme ça, tu me la laisses poser sur moi. On peut favoriser la compression de l'espace postérieur en montant de manière passive, en extension, la cuisse sur le bassin et en comprimant l'espace postérieur sacro-iliolombaire. Relâche. Conflit articulaire postérieur, on va supposer ici du côté droit, on fait allonger le patient comme ceci, en mettant la main côté droit sur la main côté gauche, pour ouvrir l'espace intervertébral concerné. On va demander au patient de monter en inspirant, de souffler en descendant, comme s'il voulait s'étirer. Et on peut favoriser la récupération des facettes articulaires
en mettant des contre-appuis alternés. Inspire, souffle, inspire, souffle, laisse bien étirer, inspire, souffle, c'est bon. Dans un cas de pathologie lombaire ou sciatalgie par conflit articulaire postérieur, on va s'efforcer de récupérer la mobilité sur l'articulaire postérieur en mettant la colonne lombaire en syphose et en décoaptant l'articulaire postérieur en faisant une latéroflexion côté opposé. On demande aux patients d'effectuer des mouvements de flexion-extension et on peut s'aider par un contre-appui alterné selon l'étage concerné. Recherche des points douloureux au niveau du tendon rotulien. Insertion rotulienne du tendon rotulien. Insertion tibiale du tendon rotulien. Insertion rotulienne du tendon quadricipital. Point douloureux sur l'aileron rotulien interne. Point douloureux sur l'aileron rotulien externe. Dans un cas de conflit du défilé fémoro-patellaire, on va avoir pour objectif d'étirer l'aileron rotulien externe. On fait un mouvement de rotation interne du tibia sous le fémur. À partir de cette rotation interne, on fait un mouvement de flexion-extension. On va effectuer une poussée vers l'intérieur de la rotule en étirant l'aileron rotulien externe et en maintenant la rotation interne du tibia sous le fémur. On va récupérer la mobilité du cul-de-sac sous-quadricipital en utilisant la rotule comme point d'appui. Contracte, relâche, contracte, relâche. On commence la manœuvre en soulageant l'appui pour éviter la douleur. Contracte, relâche, contracte, relâche. Contracte, relâche. En cas d'un dysfonctionnement fémoro-tibial, recherche des points douloureux. Insertion condylienne du ligament latéral interne. Passage du ligament latéral interne sur l'articulation fémoro-tibiale. Insertion tibiale du ligament latéral interne. Point méniscal interne. Un doigt à l'intérieur de la rotule. Un doigt en dessous de la rotule. Dans le cas toujours d'un dysfonctionnement fémoro-tibial, recherche des points douloureux sur le ligament latéral externe, insertion condylienne du ligament latéral externe, insertion péronéale du ligament latéral externe. Point douloureux sur la partie antérieure de l'articulation péronéo-tibiale, point douloureux sur la partie postérieure de l'articulation péronéo-tibiale. Ménisque externe, un doigt en dessous, un doigt à l'extérieur de la rotule. Récupération d'une mobilité fémoro-tibiale. On décoapte l'articulation en mettant un appui extérieur. On effectue des mouvements de rotation externe pour libérer les contraintes sur le ligament latéral interne. On peut faire en même temps des mouvements de flexion-extension. Mouvement du tiroir. Pour récupérer un glissé fémoro-tibial.
Dans le cas des séquelles d'entorse tibio-tarsienne ou sous-astragalienne, on aura pour objectif de tester la mobilité. On trouve en général, on va simuler ici une perte d'amplitude de flexion plantaire sur la tibio-tarsienne droite, une perte d'amplitude de la tibio-tarsienne droite en flexion dorsale. L'objectif du traitement sera de récupérer une flexion plantaire absolument symétrique ainsi qu'une flexion dorsale absolument symétrique. En cas d'entorse tibio-tarsienne, on aura une lésion sur le ligament latéral externe. On aura pour objectif de fermer cette plaie ligamentaire. Il faudra dans tous les cas respecter un valgus calcanéen et une flexion dorsale du pied pour fermer cette plaie ligamentaire. On décoapte l'articulation. Et on ne doit jamais provoquer une inversion du pied pour ne pas tirer sur la plaie ligamentaire. Dans le cas d'une entorse tibio-tarsienne avec lésion de ligament latéral externe, on place le pied en éversion, flexion dorsale. On va effectuer pour récupérer le glissé du tibia sur le dôme astragalien une poussée antéro-postérieure sur la face inférieure du tibia. Troisième possibilité, dans le cas d'une entorse tibio-tarsienne avec lésion de ligament latéral externe, on va faire une éversion, un valgus calcanéen et une flexion dorsale du pied sur le tibia. On va exercer une poussée antéro-postérieure sur la face intérieure du tibia. Tu contractes, Nico. On ne tire en aucun cas sur la plaie ligamentaire du ligament latéral externe. Tiens le pied relevé. On peut tester la récupération active de la flexion dorsale en tirant contre résistance avec une flexion dorsale active du patient.